Bonjour. Murano, vous le savez, c'est l'île des verriers. Alors je vais vous parler des verreries de Murano, mais pas seulement. Vous verrez qu'il y a d'autres points intéressants à Murano. Alors les verriers, en fait, c'est au XIIIe siècle que les verriers se sont installés sur l'île de Murano. L'île de Murano qui est à 1 kilomètre à peu près au nord de Venise. À cause des risques d'incendie à Venise même, parce que beaucoup de maisons étaient en bois, les ponts étaient en bois. Et donc, évidemment, comme les verriers utilisaient des fours, il y avait des risques d'incendie. On a préféré qu'ils s'installent sur l'île de Murano, indépendante de Venise. Indépendante physiquement, puisque c'est une île. Et on a eu la chance à Murano d'avoir des maîtres verriers extrêmement créatifs. Il y a eu beaucoup de grands maîtres verriers. Et c'est ça qui a permis l'éclosion de la verrerie de Murano. Alors, il y a un nom qui vient tout de suite à l'esprit, c'est Barovière. Barovière, c'est la plus ancienne famille des verriers de Murano, qui s'est installée à Murano au XIIIe siècle. Et l'un des plus importants, celui qui a donné vraiment ses lettres de noblesse et sa réputation à l'entreprise Barovière, c'est Angelo Barovière, qui lui date du XVe siècle, je crois. Voilà, mais il y en a eu d'autres. Vous avez eu des Toso, vous avez eu Seguzzo, Venini, plus proche de nous, Venini. Et puis il y en a d'autres. Et vous avez beaucoup comme ça de créateurs, et c'est la chance qu'ils ont eue d'être des créatifs, parce qu'il y a eu énormément de concurrence. Et à chaque fois que ce qu'ils étaient capables, eux, de créer était reproduit à l'extérieur, eh bien, ils ont inventé quelque chose de nouveau. Alors dans les inventions du verre, je ne rentre pas trop dans les détails techniques, mais par exemple, vous avez le filigrane. C'est vénitien, c'est de Murano. L'invention d'une décoration à l'intérieur du verre, à l'intérieur de la matière, à l'intérieur de la paroi du verre, vous avez une décoration. Elle n'est pas collée contre le verre, elle est dedans. Le filigrane, verre de Murano. Vous avez comme autre invention, je ne vous les dis pas dans l'ordre chronologique, hein, c'est tel que ça me vient à l'esprit, vous avez par exemple l'émaillage du verre. Verrier de Murano. Vous avez par exemple, alors vous avez une technique, alors vous avez le latimo. Le latimo, c'est un verre qui ressemble à de la porcelaine, mais c'est du verre. C'est-à-dire que ça a les qualités de solidité, par exemple, du verre, mais et puis c'est la porcelaine, vous savez, une porcelaine blanche, c'est pas transparent du tout. Le verre, le latimo, il est blanc, mais il est un peu diaphane. C'est laiteux. C'est très particulier, c'est magnifique. Comme invention, vous avez une technique qui est extrêmement difficile aussi, et qui a peu été copiée, parce qu'elle est extrêmement difficile à réaliser, c'est le ghiacciato. C'est un verre craquelé. Pour vous donner un ordre d'idée, le maître verrier il fabrique son objet en verre et quand il est encore très chaud, il le plonge dans de l'eau froide. Mais attention, il faut que le verre soit à une température particulière bien précise. Il faut que l'eau soit à une température particulière bien précise et la durée de plongeon, d'immersion est également très précise. Si on le laisse pas assez longtemps, il ne se passe rien. Et si on le laisse trop longtemps, vous le devinez, le verre il explose dans l'eau froide. Alors, une fois mis au point tous ces problèmes de durée, de température, etc., qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient un verre qui est craquelé en surface. Vous savez, craquelé un peu comme les pare-brises de voiture, vous savez, en plein de petits morceaux, mais uniquement en surface. Le verre, l'objet il est tout aussi solide qu'un objet en verre normal, mais la surface est craquelée. C'est magnifique. Mais vous comprenez que c'est une technique de haut niveau et qu'elle a été peu recopiée. Voilà pour les inventions aussi. J'oublie encore le verre biseauté, les miroirs biseautés. Les miroirs biseautés, Louis XIV a réussi à détourner les secrets de fabrication pour la France. Et le verre biseauté, c'est aussi une invention des créateurs, des maîtres verriers de Murano. Vous voyez ? Alors bon, il y en a encore d'autres, hein. Je ne cite pas tout, mais c'est pour vous dire qu'on a eu affaire à des gens inventifs et d'une technicité absolument fabuleuse. Alors je vous citais des noms, et je vous citais aussi la concurrence que ces grandes familles ont eu
que ces grandes familles ont connues. Il faut savoir qu'actuellement, il y a aussi une concurrence, mais qui est, je dirais, un peu plus déloyale. J'espère ne pas me faire trop d'ennemis, mais on est entre nous. Clairement, il y a actuellement une concurrence déloyale concernant le verre de Murano. Ça veut dire que sous l'appellation de verre de Murano, on vend des produits qui ne viennent pas de Murano. Et notamment, en partie, des produits qui viennent d'Asie. Vous savez, c'est tous ces petits aquariums, quelques bagues, des cendriers, des petits objets comme ça qui sont vendus pas cher. S'ils sont vendus pas cher, vous avez compris. Ils viennent, c'est pas fait par des gens de Murano. Et je dis que c'est une concurrence déloyale parce qu'ils sont vendus comme produits de Murano. C'est ça qui est très problématique. Vous avez même certains qui vous donnent un petit carton en vous disant verre de Murano. Mais moi, je peux vous vendre une bouteille d'eau en plastique, et puis je vous donne un petit carton en vous marquant verre de Murano. Ça, je peux le faire. Hein. Vous voyez ? Le petit carton, il n'a aucun intérêt. Alors, vous allez me dire, mais c'est bien joli, mais comment reconnaître du verre de Murano ? Oh là là, alors c'est un peu compliqué. Certains spécialistes, j'ai essayé, je ne suis pas arrivé, certains spécialistes vous diront qu'on reconnaît le verre de Murano au toucher. Parce que la composition du verre n'est pas la même qu'ailleurs. Et il y a plus de fer, je crois, ou moins, je ne sais plus. Et en touchant, le fer, si vous voulez, il est conducteur donc de chaleur. Donc quand on touche un objet en fer, on a l'impression que c'est froid. Et quand on touche du verre, un verre de Murano et un verre qui ne l'est pas, on sent la différence. Premièrement, il est interdit de toucher le verre dans les verreries, donc ça, le problème ne se pose pas. Mais de toute façon, moi je connais des verriers, j'ai essayé, ils m'ont expliqué. Franchement, j'ai pas, le répétez pas, mais j'ai pas vu la différence. Voilà. Alors, comment on peut le voir ? Alors déjà, à l'œil nu. À l'œil nu, lorsque vous avez deux objets identiques, un objet qui va être fait industriellement va être toujours identique. Alors qu'un objet fait par un artisan, il ne peut pas être identique. Il y a toujours, par exemple, un arrondi qui ne va pas être le même que celui d'à côté. Vous voyez ? Il y a une épaisseur de verre qui ne va pas être tout à fait régulière partout. Alors attention, il y a des petites modifications comme ça, des petites différences. Mais il n'y a pas de défaut. C'est-à-dire que si vous voyez, par exemple, une coulure de verre, ça, vous êtes sûr que ce n'est pas du Murano. Un maître verrier ne va pas vendre un objet avec un défaut. Pas possible. Si l'objet il a un défaut, ce n'est pas du Murano. Vous cassez pas la tête. Il y a comme ça plusieurs critères qui permettent de reconnaître. Alors il y en a un aussi de critères, c'est le prix. Ben oui, parce que si un maître verrier met par exemple un jour à créer un objet, vous allez le payer au prix qu'on paye le maître verrier pendant un jour. Excusez-moi, mais ce n'est pas le même tarif que celui qui va créer un objet en verre en Asie pendant une heure. Vous voyez la différence ? Si on vous vend un objet à 3 €, il y a peu de chances qu'il soit fait, il n'y a même aucune chance qu'il soit fait par un maître verrier. Vous voyez, c'est aussi un critère. Ce n'est pas forcément un critère suffisant. Pour reconnaître du verre de Murano, vous avez aussi une signature. Les maîtres verriers, souvent, ils signent gravé en creux à l'intérieur de l'objet. Enfin, sur le verre, dans l'objet. Alors c'est très fin, ça se voit pas beaucoup, mais il y a la signature. Bon, vous avez certaines contrefaçons, vous avez une fausse signature aussi. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez plusieurs éléments. Si tous ces éléments réunis sont réunis positivement, ça veut dire que peut-être vous avez affaire à du verre de Murano véritable. Mais l'élément le plus important, c'est lorsque vous avez un certificat, non pas marqué Made in Murano, n'importe qui peut le faire, je vous l'ai montré tout à l'heure avec ma bouteille, mais lorsque vous avez le certificat de l'entreprise, donc vous avez un papier avec le certificat de l'entreprise Seguso, par exemple, à Murano. L'entreprise Seguso, elle a pignon sur rue. Vous allez la voir, tout est regroupé, hein, c'est pas très 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 loin. Les unes des autres sont pas très loin.
L'entreprise, elle a pignon sur rue, vous pouvez aller la voir. C'est quand même plus facile, c'est plus sécurisant, si vous voulez, quand vous avez ce certificat de l'entreprise. Made in Italy ou Made in Venise, ça n'a aucun intérêt. Hein. Au contraire, même, ça a plutôt tendance à vous montrer que c'est du faux. Vous voyez ? Alors, cette concurrence déloyale, elle a fait exploser vraiment l'économie du verre à Murano. Il y a de moins en moins d'entreprises et c'est lamentable. Mais, quand on y réfléchit, beaucoup d'entreprises, je vous parlais tout à l'heure des créateurs qui ont réussi à tenir malgré la concurrence des pays étrangers, et ben, ces grandes entreprises, elles sont toujours là. Vous avez toujours, tenez-vous bien, l'entreprise Barovière. Alors maintenant, ça s'appelle Barovière et Tozo. Mais Barovière, vous vous souvenez, c'est cette plus vieille entreprise dont je vous parlais, qui s'est installée au XIIIe siècle. Ben, l'entreprise Barovière, qui s'appelle maintenant Barovière et Tozo. Alors bon, l'administration, tout ça, ça a changé. Mais l'entreprise existe toujours. Alors vous avez Barovière et Tozo, vous avez Seguso, vous avez Venini, vous avez des entreprises, des maîtres verriers plus récents, mais qui sont de très haut niveau. Vous avez par exemple Toffolo. Toffolo, moi je connais, il y a le père, il y a le fils. Le grand-père était un grand maître verrier, mais enfin je crois qu'il est décédé maintenant. Toffolo, vous rentrez dans une toute petite boutique. Hein. Vous rentrez, vous avez des objets qui sont incroyables. Le fils, par exemple, Toffolo, c'est lui qui fait des insectes avec des grandes antennes. C'est prodigieux. Et le père, il vend ses créations, parce que c'est de la création, c'est ça, vous voyez. Quand il y a une concurrence, juste sur un plan technique, on arrive finalement à reproduire la technique, on arrive à la deviner, et on arrive à reproduire les objets, et lorsqu'on les vend de façon manufacturée ou lorsqu'on paye la main-d'œuvre moins chère, il y a une concurrence qui devient déloyale. Mais lorsque l'objet est un objet de création pure, là, le créateur, il a un peu d'avance sur celui qui va le copier. Parce que la technique, on peut la recopier. L'intelligence, ça ne se recopie pas. C'est-à-dire que celui qui n'a pas la créativité, il ne peut pas copier, il ne peut pas refaire des objets d'une telle esthétique, etc., que les autres. Vous voyez ? Vous avez des pièces qui vous donnent une émotion. Mais ça, il faut être un créateur, un artiste. Et ceux qui reproduisent ont toujours une longueur de retard, au moins, sur ces créateurs. Je ne sais pas si c'est clair, ce que je veux dire, simplement c'est que le créateur, il a toujours une longueur d'avance sur celui qui va le copier. Voilà, donc il y a encore des entreprises de grand renom, je vous ai cité les noms, à Murano, et il faut aller les visiter. Alors, comment les visiter ? En fait, vous descendez, vous pouvez, il y a plusieurs endroits, mais enfin, vous pouvez descendre par exemple à l'arrêt Colonna, et là, vous longez le Grand Canal, et là, vous allez trouver pratiquement tous les noms dont je vous ai parlé. Au milieu, attention, de boutiques qui vont vous vendre n'importe quoi. N'importe quoi, vous avez compris. Alors, ça c'est les verriers de Murano, je crois que j'ai tout dit. Et il faut aller visiter les verreries de Murano. Il y a une chose aussi qui est importante si vous vous intéressez au verre, il y en a même deux, c'est le musée du verre. Alors le musée du verre, il est au bout du canal là, dont je vous parlais, quand vous descendez à Colonna. Vous traversez le canal perpendiculaire et le musée est juste en face. À l'arrêt, ou alors à l'arrêt Vaporito Museo. Et là, dans ce musée, vous avez un musée du verre avec toute l'histoire du verre de Murano, mais pas seulement. L'histoire du verre. C'est-à-dire que vous avez une partie avec du verre très ancien, comme par exemple du verre de l'Antiquité égyptienne. Ce qui est quand même extraordinaire. Alors c'est un très 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 beau musée que je vous conseille de visiter. Il fait partie des musées gérés par la ville de Venise, donc qui dépendent du Muséum Pass. Le musée du verre de Murano. Et si vous descendez, et là j'en arrive à mon deuxième point, à l'arrêt Museo, vous avez juste à côté une créatrice de perles de Murano, en verre, Lisette Caputo. Mais c'est un studio, c'est son atelier, son laboratoire, c'est pas une boutique. Et puis un peu plus loin,
même beaucoup plus loin, mais enfin on peut y aller à pied, vous avez 5 minutes. Vous avez une autre créatrice, alors qui est à la fois quelqu'un qui travaille les perles en verre de Murano, c'est Muriel Balancy, c'est une Française d'origine, mais les perles c'est une chose, mais c'est plus une créatrice de bijoux. Alors elle va vous faire un collier, sauf qu'il n'est pas du tout comme les autres. C'est vraiment de la création pure, c'est absolument extraordinaire. C'est une artiste, c'est une créatrice. Et encore une fois, tous ces créateurs qui inventent des choses nouvelles, ce sont des gens qui n'ont pas vraiment de concurrence, parce qu'ils sont trop en avance sur les autres. Muriel Balancy, qui crée des perles, mais qui crée des bijoux absolument fabuleux. Je vous marque son adresse. Voilà pour l'ensemble de ce qui concerne le verre, y compris les perles et les bijoux. Et puis vous avez aussi à Murano quelque chose de différent, de particulier, c'est l'église. Il y a plusieurs églises intéressantes. Moi je voulais vous parler de Santa Maria e San Donato. C'est une église romane qui est un peu plus loin que le musée. Continuez 3 minutes à pied. Et c'est une église romane qui est déjà magnifique, en briques avec des colonnettes blanches. Enfin, c'est très 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 beau. Et alors à l'intérieur, c'est une église qui possède un pavement absolument extraordinaire. C'est de la mosaïque en pierre. Donc vous avez tout un tas de scènes tirées de la Bible, du bestiaire chrétien, avec des paons, des lapins, etc. Et vous marchez sur des tableaux de mosaïque en pierre. Santa Maria et San Donato. C'est un peu compliqué comme nom d'église, mais enfin, on s'y fait. Il faut aller voir ça. Si vous êtes à Murano, vous dépassez le musée, c'est à 3 minutes à pied, et il faut rentrer dans cette église, c'est absolument historiquement, culturellement, ça fait partie de Murano et donc de Venise. Il faut connaître cette église, Santa Maria et San Donato à Murano. Je crois que j'ai fait le tour de Murano avec vous. Et j'espère que vous prendrez le temps d'aller voir les verriers, d'aller voir les autres artistes, et pourquoi pas cette église. Eh bien, bonne visite. Au revoir.